Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, Sorcellerie, épisode 13. La bataille d'Alcali n'était qu'un nuage rappelant une tête de marteau. Dans ces profondeurs troubles, on entendait des formes étranges et on voyait des bruits bizarres. De temps en temps, un tir perdu fulgurait à travers la ville. Là où il retombait, les choses devenaient différentes. Par exemple, une grande partie du Sohak s'était changée en une forêt impénétrable de champignons jaunes géants. Personne ne savait quel effet ils faisaient aux habitants, qui d'ailleurs ne s'étaient peut-être aperçus de rien. Le temple d'Aufleur, le dieu crocodile, patron de la cité, était désormais un machin en sucre franchement affreux, bâti en 5 dimensions. Mais ça n'avait pas d'importance, vu qu'un troupeau de fourmis géantes s'occupait de le dévorer. D'un autre côté, il ne restait pas beaucoup de gens pour goûter pareille désapprobation des réaménagements municipaux effrénés, parce que pour la plupart d'entre eux, c'était le sauve-qui-peut. Ils fuyaient par les champs fertiles en un flot continu. Certains avaient pris place à bord de bateaux, mais on avait abandonné ce moyen d'évasion lorsque la majeure partie de la zone portuaire s'était transformée en un marécage où, sans raison apparente, un couple de petits éléphants roses bâtissait son nid. En contrebas de la panique des routes, le bagage pataugeait lentement dans un fossé de drainage bordé de roseaux. À quelque distance devant lui, une marée de petits alligators, rats et de chèvres jaillissaient de l'eau pour gravir frénétiquement le talus, poussés par un instinct animal vague, mais parfaitement justifié. Le couvercle du bagage exprimait une détermination farouche. Il ne demandait pas grand-chose au monde, en dehors de l'extinction totale de toute autre forme de vie, mais ce dont il avait maintenant absolument besoin, c'était son propriétaire. On devinait sans peine que la pièce était une salle du trésor par son vide prodigieux. Les portes pendaient hors de leurs gonds. On avait forcé des niches munies de barreaux. Des tas de coffres défoncés gisaient ici et là. À leur vue, Rincevent ressentit une angoisse coupable et se demanda, l'espace de 2 secondes, où était passé le bagage. Un silence respectueux se fit, comme toujours lorsque de grosses quantités d'argent viennent de s'envoler. Nigel circula au hasard et donna des petits coups sans grand espoir sur certains coffres, à la recherche de tiroirs secrets conformément aux consignes du chapitre 11. Conina baissa la main et ramassa une piécette de cuivre. « C'est affreux !» dit enfin Rincevent. « Une salle du trésor sans trésor dedans. » Le sérif, immobile, rayonnait. « Pas d'inquiétude, dit-il. »« Mais on vous a volé tout votre argent !» fit Conina. « Les serviteurs, j'imagine, » dit Créozote. « Très déloyal de leur part. » Rincevent lui jeta un regard incrédule. « Ça ne vous ennuie pas ?»« Pas beaucoup. Je n'ai jamais rien dépensé, à vrai dire. Je me suis souvent demandé à quoi ça ressemblait d'être pauvre. » « Vous allez avoir une occasion en or de le découvrir. »« Faut-il que je suive un apprentissage ?»« Oh, ça vient naturellement, » dit Rincevent. « On apprend sur le tas. » Il y eut une explosion, au loin, et une partie du plafond vira en confiture. « Excusez-moi, fit Nigel. « Le tapis !»« Oui !» renchérit Conina. « Le tapis !» Créozote leur adressa un sourire bienveillant, légèrement éméché. « Ah, oui, le tapis. Appuyez sur le nez de la statue derrière vous. Auroral, joyau du désert, aux fesses de pêche. » Conina, toute rouge, commit ce sacrilège mineur sur une imposante statue d'Aufleur, le dieu crocodile. Rien ne se produisit.
Les compartiments secrets refusèrent obstinément de s'ouvrir. Essayez donc la main gauche. Elle la tordit pour voir. Créosote se gratta la tête. C'était peut-être la droite. Je tâcherai de m'en souvenir à votre place, dit sèchement Conina lorsque la main droite ne donna rien non plus. Les quelques bouts qui restent, ça ne me dit rien de tirer dessus. C'est quoi, là ? Demanda Rincevent. Vous allez drôlement en entendre parler si ce n'est pas la queue, fit Conina, et elle décrocha un coup de pied à l'appendice. On perçut un grincement métallique lointain, comme une casserole prise de douleur. La statue frémit, suivirent des bruits sourds quelque part dans le mur, et Haufleur, le dieu crocodile, pivota lourdement sur lui-même en raclant le sol. Un tunnel s'ouvrait derrière. Mon grand-père l'a fait creuser pour y cacher nos trésors les plus précieux, expliqua Créosote. Il était très... Il chercha le mot approprié. Ingénieux. Alors, si vous croyez que je vais me mettre les pieds là-dedans, commença Rincevent. Écartez-vous, fit Nigel avec hauteur. Je passe devant. Il peut y avoir des pièges, dit Conina méfiante. Elle jeta un regard au sérif. Ah, sans doute, ô gazelle du paradis. J'avais 6 ans la dernière fois que je suis venu. Il fallait éviter de marcher sur certaines dalles, il me semble. Ne vous inquiétez pas, dit Nigel, qui fouilla des yeux la pénombre du tunnel. Ça m'étonnerait que je ne les repère pas, moi, les traquenards. Beaucoup d'expérience dans ce domaine, hein, fit Rincevent avec aigreur. Je connais le chapitre 14 par cœur. Il a des illustrations, dit Nigel qui plongea dans l'obscurité. Ils attendirent quelques minutes dans ce qui aurait été un silence horrifié, sans les grondements assourdis ni les coups sourds qui sortaient de temps en temps du tunnel. Enfin, l'écho de la voix de Nigel leur parvint de loin. « Il n'y a rien du tout. J'ai tout essayé. C'est aussi solide que le roc. Les pièges ont dû se gripper, quelque chose comme ça. » Rincevent et Conina échangèrent des regards. « Il n'y connaît rien en piège, dit-elle. Quand j'avais 5 ans, mon père m'a forcé à traverser un couloir qu'il avait trafiqué, rien que pour m'apprendre. » Il est arrivé au bout, non ? Fit Rincevent. Il y eut un bruit de doigts humides qu'on passe sur un verre, mais amplifié 1 milliard de fois, et le sol trembla. De toute façon, on n'a pas beaucoup le choix, ajouta-t-il, et il plongea dans le tunnel. Les autres le suivirent. Beaucoup de ceux qui connaissaient Rincevent finissaient par le considérer comme une espèce de canari de mineur à 2 pattes. Tant qu'il tenait debout et ne cavalait pas, il restait encore de l'espoir. « C'est amusant, dit Créosote. Moi, voler mon propre trésor, si je m'attrape, je peux me faire jeter dans la fosse aux serpents. » Mais vous pourriez vous en remettre à votre clémence, fit Conina dont l'œil paranoïaque courait sur la maçonnerie poussiéreuse. « Oh non, je crois qu'il faudrait que je me donne une leçon. Pour l'exemple. » Un léger cliquetis se produisit au-dessus d'eux. Une petite plaque coulissa et un crochet de métal rouillé descendit lentement par saccades. Une autre barre sortit en grinçant du mur et tapota Rincevent sur l'épaule. Alors que le mage se retournait, le premier crochet lui épingla un billet jauni dans le dos et se rétracta dans le plafond. « Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ?» hurla Rincevent qui essayait de lire par-dessus ses omoplates. « Il y a écrit « Donne-moi un coup de pied », dit Conina. Un pan de mur remonta à côté du mage pétrifié. Une grosse chaussure à l'extrémité d'un système compliqué d'articulation métallique ballotta sans conviction, à la suite de quoi l'assemblage péta au niveau du genou.
Les deux hommes et la jeune femme le regardèrent en silence. Puis Conina déclara « On a affaire à un esprit tordu, moi je vous le dis. » Rincevant décrocha avec précaution le billet et le laissa tomber. Conina le bouscula pour passer devant et s'enfonça d'un pas raide dans la galerie avec un air de prudence furieuse. Lorsqu'une main de métal se tendit au bout d'un ressort et gigota amicalement, elle ne la serra pas, mais remonta les fils dénudés qui s'en échappaient jusqu'à 2 électrodes corrodées dans un grand bocal de verre. « Votre grand-père avait le sens de l'humour, non ?»« Oh oui, la rigolade, il aimait ça !» répondit Créosote. « Oh, bien !» fit Conina. Elle poussa doucement une dalle qui, aux yeux de Rincevent, n'avait rien de différent de ses voisines. Avec un petit bruit pitoyable de ressort, un plumeau dégarni sortit du mur et se trémoussa à hauteur d'aisselle. « Je crois que ça m'aurait plu de le rencontrer, le vieux sérif, » dit-elle entre ses dents serrées, mais pas pour lui serrer la main. Là, faudrait me faire la courte échelle. Le mage. Pardon ? Conina désigna d'un doigt irrité une porte de pierre à demi ouverte devant eux. « Je veux regarder là-haut, » dit-elle. « Joignez les mains comme pour me faire la courte échelle, d'accord ? Comment vous vous y prenez pour vous rendre aussi inutile ? » « Quand je suis utile, ça ne m'attire que des ennuis, » marmonna Rincevent qui s'efforça d'ignorer les rondeurs chaudes qui lui frottèrent le nez. Il l'entendit farfouiller au-dessus de la porte. « C'est bien ce que je pensais, » dit-elle. « Quoi donc ? Des lances horriblement acérées en équilibre, prêtes à s'abattre ? Non. Une grille à pointe de fer pour embrocher ? C'est un seau, dit Conina d'un ton égal avant de le faire tomber. Quoi ? D'huile bouillante, de poison ? De blanc de chaux, beaucoup de vieux blancs de chaux tout secs. Conina sauta à terre. C'est ça, mon grand-père, fit Créosote. On ne s'ennuyait pas une seconde avec lui. Ben là, j'en ai assez, dit sèchement Conina qui pointa le doigt vers le bout du tunnel. Venez, vous deux. Il se retrouvait à environ 1 mètre de la sortie quand Rincevent sentit un déplacement d'air au-dessus de lui. Conina le frappa dans le creux des reins et le propulsa dans la pièce attenante. Il roula en tombant par terre et quelque chose lui entailla le pied en même temps qu'il entendait un choc assourdissant. Tout le plafond, un bloc de pierre gigantesque d'1,20 m d'épaisseur, était tombé dans le conduit. Rincevent rampa à travers le nuage de poussière et, d'un doigt tremblant, déchiffra l'inscription sur le côté du bloc. « C'est pour rire », lut-il. Il s'assit. « Tout, grand-papa !» fit joyeusement Créosote. « Toujours une !» Il croisa le regard de Conina, lequel avait la force d'un tuyau de plomb, et jugea plus sage de se taire. Nigel émergea des nuages en toussant. « Dites, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. « Tout le monde va bien ? Ça ne m'a pas fait ça, moi !» Rincevent chercha une réponse et ne trouva rien de mieux que « Ah non ?» La lumière filtrait dans la pièce profonde par de toutes petites fenêtres pourvues de barreaux au ras du plafond. Il n'y avait aucun moyen de sortir, sauf à traverser les centaines de tonnes de pierre qui bloquaient le tunnel. Autrement dit, et comme aurait dit Rincevent, ils étaient bel et bien pris au piège. Il se détendit un brin. Au moins, on ne pouvait pas rater le tapis volant. Il reposait, roulé sur un bloc dressé au milieu de la salle. À côté se trouvait une petite lampe à huile brillante et, Rincevent tendit le cou, un petit anneau d'or. Il gémit. Une faible couronne octarine flottait au-dessus des 3 articles et signalait leur caractère magique. Lorsque Conina déroula le tapis, un certain nombre de petits objets tombèrent par terre. Un rang de cuivre, une oreille en bois, quelques grosses paillettes carrées et une boîte de plomb renfermant une bulle de savon en conserve.
Qu'est-ce que ça peut bien être, ce machin-là » demanda Nigel. « Ben, » fit Rincevent, « avant de vouloir manger le tapis, c'était sûrement des mythes. Bon sang !»« C'est ce que vous autres, vous ne comprenez jamais, » souffla Rincevent d'un air las. « Vous vous figurez que la magie, il suffit de la prendre et de s'en servir comme un panais ?» fit Nigel. « Une bouteille de vin ?» dit le sérif. « Quelque chose comme ça, » dit Rincevent avec prudence avant de se ressaisir un peu et de poursuivre. « Mais à la vérité, c'est... Pas comme ça ? Davantage comme une bouteille de vin, » fit le sérif plein d'espoir. « C'est la magie qui sert des gens, » répondit vite Rincevent. « Elle agit sur eux autant qu'ils agissent sur elle, comme qui dirait. On ne joue pas avec la magie sans en subir les effets. J'ai pensé qu'il valait mieux vous avertir. »« Comme une bouteille de vin, » trancha Créosote, elle. « Vous boit aussi, » dit Rincevent. « Alors reposez-moi cette lampe et cet anneau pour commencer, et par pitié ne frottez rien. Mon grand-père a bâti la fortune familiale grâce à eux, » dit un Créosote nostalgique. Son oncle malfaisant l'avait enfermé dans une caverne, vous savez. Il a su se débrouiller avec ce qu'il avait sous la main. Il ne possédait rien d'autre au monde qu'un tapis magique, une lampe magique, un anneau magique et une grotte pleine de joyaux. « L'en a bavé, hein ?» fit Rincevent. Conina étendit le tapis par terre. Il s'ornait d'un motif tarabiscoté de dragons dorés sur fond bleu. Des dragons extrêmement compliqués dotés de longues barbes, d'oreilles et d'ailes, l'air figé au milieu d'un mouvement, saisi en pleine transition d'un stade à un autre, comme si le métier qui les avait tissés avait plus de dimensions que les trois habituels. Mais il y avait pire. Si l'on regardait le motif assez longtemps, il devenait de dragons bleus sur fond doré, et on cédait à l'impression horrible qu'il suffirait d'essayer de voir les deux types de dragons à la fois pour se sentir le cerveau dégouliné par les oreilles. Rincevent s'arracha avec peine à sa contemplation lorsqu'une explosion lointaine secoua le bâtiment. « Comment ça marche ?» demanda-t-il. Créosote haussa les épaules. « Je ne m'en suis jamais servi. J'imagine qu'il faut juste ordonner en haut et en bas, des choses comme ça. » Et pour voler à travers le mur ? Tous trois levèrent les yeux sur les murs du local, immenses, sombres et surtout solides. « On pourrait essayer de s'asseoir dessus et de lui dire « Monte !» proposa Nigel. « Et puis, avant de toucher le plafond, on dirait « Arrête !» Il réfléchit un instant et ajouta « Si c'est le bon mot. »« Ou tombe !» fit Rincevent. « Ou descend, plonge, chute, coule, ou pique. »« Dégringole !» suggéra Conina lugubre. « Évidemment, » dit Nigel. « Avec toute cette magie en liberté autour de nous, vous pourriez essayer de vous en servir. »« Ah !» fit Rincevent. « Vous avez le mot mage, M-A-J-E, écrit sur votre chapeau, » fit observer Créosote. « N'importe qui peut écrire n'importe quoi sur un chapeau, » dit Conina. « Vous n'allez pas croire tout ce que vous lisez. »« Hé, attendez une minute !» fit violemment Rincevent. Ils attendirent 1 minute. Ils attendirent même 17 secondes de plus. « Écoutez, c'est beaucoup plus dur que vous ne le croyez, » fit-il. « Qu'est-ce que je vous disais ?» lança Conina. « Venez, on va creuser le mortier avec nos ongles. » Rincevent la fit taire du geste, retira son chapeau, souffla ostensiblement la poussière de son étoile, s'en recoiffa, en rectifiant le bord, se retroussa les manches, s'assouplit les doigts et paniqua. Faute de mieux, il s'appuya contre la pierre. Elle vibrait. Il ne s'agissait pas de secousses. On aurait dit que la pulsation venait de l'intérieur du mur. Ça ressemblait fort au tremblement qu'il avait ressenti à l'université,
juste avant l'arrivée du sourcelier. La pierre était indubitablement mécontente de quelque chose. Il se glissa le long de la paroi et colla l'oreille contre le moellon suivant, le moellon plus petit, taillé en coin pour s'imbriquer dans l'angle du mur. Pas un moellon imposant, ni un moellon remarquable, mais un moellon poids-plume qui jouait son rôle pour le plus grand bien de l'ensemble de l'édifice. Lui aussi tremblait. « Chut !» dit Conina. « Je n'entends rien !» fit Nigel à voix haute. Nigel était de ces gens à qui il suffit de dire « Ne regarde pas tout de suite » pour qu'il se démanche aussitôt la tête comme une chouette sur une platine. De ces mêmes gens qui, lorsqu'on leur signale, disons, un crocus d'une variété rare à côté d'eux, se retournent distraitement et reposent le pied avec un vilain petit bruit mou. S'ils étaient perdus dans un désert dépourvu de pistes, le moyen de les retrouver serait de placer n'importe où sur le sable n'importe quoi de petit et fragile, comme une chope ancienne de valeur, souvenir de famille depuis des générations, et de rappliquer en vitesse au premier craquement. Bref. Justement, qu'est-ce qu'elle est devenue, la guerre ? Une petite cascade de mortier tomba du plafond sur le chapeau de Rincevent. Quelque chose qui agit sur les pierres, dit-il calmement. Elles essayent de se dégager. Il y en a tout un tas juste au-dessus de nous, observa Créosote. Il y eut un crissement au plafond, et un trait de lumière tomba. À la grande surprise de Rincevent, il ne s'accompagna d'aucune mort par écrasement. Il y eut un autre grincement silicieux, et le trou s'agrandit. Les pierres tombaient vers l'extérieur, elles tombaient vers le haut. « Je crois, dit-il, que ça vaudrait le coup d'essayer le tapis maintenant. » Le mur près de lui s'ébroua comme un chien et s'éloigna tranquillement. Rincevent reçut plusieurs méchants coups de pierre au moment de l'envol. Le quator atterrit sur le tapis dans une tempête de cailloux volants. « Faut qu'on parte d'ici, » dit Nigel, fidèle à sa réputation d'observateur né. « Attendez, fit Rincevent, je vais dire. »« Pas vous !» le coupa sèchement Conina, qui s'agenouilla près de lui. « Moi je vais le dire, je n'ai pas confiance en vous. »« Mais vous, la ferme !» fit Conina. Elle flatta le tapis de la main. « Tapis, vole !» ordonna-t-elle. Une pause. « En l'air !»« Il ne comprend peut-être pas la langue, dit Nigel. »« Monte, lévite, grimpe !»« Ou il est peut-être, disons, sensible à une voix particulière. »« N'importe quoi, vous parlez en l'air. »« Vous avez déjà essayé en l'air ?» fit Nigel. « Essayez et lève-toi. »« Ou bondis !» proposa Créosote. Plusieurs tonnes de dallage lui passèrent en trombe à 2 centimètres de la tête. « S'il avait su répondre, il l'aurait déjà fait, non ?» dit Conina. L'atmosphère autour d'elle était épaisse de la poussière, des pierres volantes qui s'écrasaient les unes contre les autres. Elle piétina le tapis. « Décolle, saloperie de carpette ! Ah !» Un bout de corniche lui claqua sur l'épaule. Elle frotta la contusion d'un air irrité en se tournant vers Rincevent, assis sur les genoux, sous le menton, et le chapeau enfoncé sur la tête. « Pourquoi ça ne marche pas ?» demanda-t-elle. « Vous ne dites pas les mots qu'il faut, » répond-il. « Il ne comprend pas la langue ? La langue n'a rien à voir là-dedans. Vous avez négligé un détail capital. »« Alors ?»« Alors quoi ?» renifla Rincevent. « Écoutez, ça n'est pas le moment de le prendre de haut. »« Continuez donc avec vos essais, ne faites pas attention à moi. »« Faites-le voler !» Rincevent s'enfonça davantage le chapeau sur les oreilles. « S'il vous plaît ?» fit Conina. Le chapeau se releva un peu. « On serait tous drôlement contents, » dit Nigel. « Allez, allez !» dit Créosote. Le chapeau se releva un peu plus. « Vous êtes bien sûr ?» fit Rincevent. « Oui !» Le mage s'éclaircit la gorge. « Descends !» ordonna-t-il.
Le tapis décolla et resta suspendu, en attente, à 1 mètre au-dessus de la poussière. « Comment vous… » commença Conina, mais Nigel l'interrompit. « Les mages sont instruits du savoir kabbalistique, c'est sûrement ça, dit-il. Sans doute que les tapis obéissaient à un jahar. Il doit faire le contraire de tout ce qu'on lui demande. Vous pouvez lui dire de monter plus haut ? » « Oui, mais je ne le ferai pas, » répliqua Rincevent. Le tapis plana lentement en avant et, comme il arrive si souvent dans ces cas-là, un bloc de maçonnerie vint rouler et rebondir exactement là où il s'étendait 1 minute plus tôt. L'instant suivant, il se retrouvait à l'air libre et laissait la tempête de pierre derrière eux. Le palais se démolissait tout seul et les morceaux s'élevaient en entonnoir comme une éruption volcanique inversée. La tour sourcelière avait entièrement disparu, mais les pierres voltigeaient vers l'emplacement qu'elle avait occupé et… « Ils bâtissent une nouvelle tour ?» dit Nigel. « À partir de mon palais en plus ?» fit Créosote. « Le chapeau a gagné » dit Rincevent. « C'est pour ça qu'il bâtit sa propre tour. C'est un genre de réaction. Les mages ont toujours eu la manie d'en bâtir autour d'eux comme les… Comment vous appelez ces trucs qu'on trouve au fond des rivières ? Des grenouilles ? Des cailloux ? Des gangsters malchanceux ? Des portefaix, voilà, dit Rincevent. Quand un mage se prépare à se battre, la première chose qu'il fait toujours, c'est de construire une tour. Elle est très grande, remarqua Nigel. Rincevent opina, la mine sombre. On va où ? demanda Conina. Rincevent haussa les épaules. Ailleurs, répondit-il. Le mur extérieur du palais passa juste sous eux. Alors qu'il le survolait, il se mit à trembler et des petites briques opérèrent un virage vers la tempête de cailloux volants qui bourdonnait à la périphérie de la nouvelle tour. Conina n'y tint plus. « D'accord. Comment vous avez décidé le tapis à voler ? Est-ce qu'il faut vraiment lui dire le contraire de ce qu'on lui ordonne ? » Non, j'ai seulement fait attention à certains détails capitaux d'ordre laminaire et spatial. Là, je m'y perds, reconnut-elle. Vous le voulez en langage de béotien ? Ah oui, vous l'aviez posé par terre à l'envers, dit Rincevent. Conina resta un moment parfaitement immobile, puis elle fit. Je dois dire que c'est très confortable. C'est la première fois que je vole en tapis. Moi, c'est la première fois que j'en pilante un, dit Rincevent d'un air distrait. Vous vous en sortez très bien. Merci. Vous disiez que l'altitude vous faisait peur. Elle me terrifie. Ça ne se voit pas. Je n'y pense pas. Rincevent se retourna et regarda la tour derrière eux. Elle avait beaucoup grandi en l'espace d'1 minute. Son sommet fleurissait d'un enchevêtrement de tourelles et de créneaux. Un essaim de tuiles la survolait. Chacune fondait en piquet et se plaçait avec un claquement, comme des abeilles de céramique dans un bombardement aérien. Elle était incroyablement haute. Les pierres à la base auraient dû s'écraser sous le poids sans la magie qui crépitait à l'intérieur. Voilà, ça en était fini de la magie organisée. 2000 ans de paix jetés aux orties, les tours s'élevaient une fois de plus, et toute cette nouvelle magie brute en liberté allait faire du dégât, sans doute à l'univers. Une magie excessive risque d'enrouler le temps et l'espace autour d'elle, et ça n'annonçait rien de bon pour quiconque s'était habitué à des trucs comme les effets qui suivent les machins, comme les causes. Et bien sûr, impossible d'expliquer ça à ses compagnons. Ils n'avaient pas l'air de bien saisir certaines notions. En particulier, ils n'arrivaient pas à comprendre celle d'un sort inéluctable. Ils souffraient de l'illusion terrible qu'on pouvait faire quelque chose. Ils semblaient prêts à modeler le monde, à leur idée ou à mourir dans l'entreprise. Et l'ennui quand on meurt dans l'entreprise, c'est qu'on meurt dans l'entreprise.
L'organisation de l'ancienne université avait pour elle de maintenir une sorte de paix entre les mages qui se supportaient aussi facilement que des chats dans un sac, et maintenant qu'on avait retiré les gants, quiconque voudrait intervenir allait se faire sérieusement griffer. Il ne s'agissait plus de la bonne vieille magie un peu tarte, il s'agissait d'une guerre thaumaturgique, incandescente, destructrice. Rincevent n'était pas très fort en précognition. À la vérité, il avait déjà du mal à voir dans le présent. Mais il savait avec une certitude accablée que dans un avenir tout proche, mettons dans les 30 secondes, quelqu'un allait dire « Il y a sûrement quelque chose à faire, non ?